On amorce tout de suite par la bioéthique, les décisions qui vont être prises. Tout de suite, je me tourne vers vous, Ludovine de la Rochère. L'Assemblée réunie, alors pour vous, en catimini, presque dans l'ombre de l'été, en se cachant du soleil, c'est ça ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron et Jean Castex, dans toutes leurs déclarations depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois pour Emmanuel Macron, n'ont pas dit un seul mot du retour dans les débats de l'Assemblée nationale de ce projet de loi de bioéthique, retour pour la seconde lecture. Au contraire, ils n'ont pas cessé de dire que tout le pays devait être mobilisé sur la crise, que l'urgence, c'est l'épidémie, l'éventuel retour d'une deuxième vague. La priorité des priorités, c'est l'emploi, nous disent-ils. Et ils insistent, à juste titre, sur la situation des jeunes, sur la situation d'un certain nombre de secteurs. Mais en fait, leur vraie priorité des priorités, c'est une loi sociétale qui a des conséquences très importantes sur un plan humain, éthique, juridique. Ils ont de force réinscrit, quitte à rallonger la session extraordinaire du Parlement, ce texte-là maintenant fin juillet. Il est débattu à partir de ce soir. Et donc les autres sujets qui doivent être débattus et votés par l'Assemblée nationale sont remis à septembre et après. Et donc, sans l'avoir assumé, sans avoir osé le dire aux Français. En quelques mots, puis après on va rebondir avec nos autres invités, quels sont les points qui vous choquent le plus, qui vous offusquent? Il y a quand même des petits progrès. Par exemple, l'affiliation, aujourd'hui, ne pourra plus être anonyme. C'est quand même une forte avancée. Alors, il y a ce point positif, il y a quelques articles, mais malheureusement bien peu, qui sont constructifs et positifs, respectueux des uns et des autres. Allez-y pour vous. En revanche, en quelques mots, ceux qui sont positifs. Alors ceux qui sont positifs, il y a en effet la levée de l'anonymat du don de gamètes. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Le législateur, il y a des années, avait institué la PMA avec tiers d'honneur, et l'enfant concerné ou les enfants ne pouvaient pas savoir de qui ils sont nés, ce qui est une souffrance terrible. Et cela a duré des dizaines d'années. Ce qui est infiniment regrettable, mais malheureusement... Aujourd'hui, donc, on efface ça et on part du bon pied, si je puis dire. Ce qui ne sera pas aussi simple que ça, mais en tout cas, nous trouvons que c'est une mesure positive. Et il y a, sur la question des bases de données, sur la question du numérique, etc., données de santé, il y a des éléments qui sont intéressants. Mais pour une très très grande partie du projet de loi, ce sont des mesures qui représentent un désastre anthropologique et éthique. Par exemple, la PMA sans père et sans motif médical, qui serait remboursée par la sécurité sociale. Il n'y a aucune raison, on parle de femmes a priori fécondes. Il y a la ROPA, qui est une technique qui permet de prendre les ovocytes d'une femme du couple, de féconder un bébé de féconder pour avoir un embryon avec du sperme d'un donneur, et ensuite d'aller féconder l'autre femme du couple. C'est en fait une forme de gestation pour autrui. Alors qu'il nous disait, mais non, la PMA sans père n'entraîne pas la GPA. Si, c'est déjà la première étape. Vous avez aussi les embryons transgéniques, les embryons chimériques. Aussi la on va détailler, parce que ce sont des choses un peu plus techniques. Restons sur la première partie, et je vais demander à nos trois invités, chacun son tour, de réagir. Il y en a un apparemment qui a envie de s'exprimer. Parce que c'est toujours... Oui. L'argument de ceux qui vont être défaits que celui d'expliquer que les textes passent en catimini. Parce qu'on l'a déjà entendu sur le mariage pour tous, vous réitérez, vos partisans expliquent que, et vous l'avez vous-même ici dit avec vos mots, que le texte passerait comme ça en catimini, dans le dos des Français, dans un espèce de complot qui viserait... C'est pas vrai. Ça fait 2 ans et demi qu'on discute de ce texte. Il y a eu les états généraux de la bioéthique. Oui, Permettez, madame, je ne vous ai pas coupé la parole. D'abord, s'il y avait une opposition massive dont vous réclamez, je rappelle que c'est un engagement du candidat Macron qui a été élu président de la République. Et donc, a priori, si une majorité de Français avait considéré que ce point était absolument insupportable et que ce texte ne devait pas passer, ils n'auraient pas voté pour celui qui en était précisément... Ils n'auraient pas voté, madame, pour celui chacun son tour, qui le défendait. Voilà. Il y a eu les états généraux, j'ai les dates ici, au premier semestre 2018. Il y a eu les différents avis. Le Conseil d'État, le Défenseur des droits, l'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. Il y a eu un Conseil des ministres en juillet 2019. Il y a eu une première lecture qui a duré 3 semaines. 3 semaines, Marc Menant, pour un texte qui passe en catimini. Ils auraient pu faire ça plus rapidement. 3 semaines en première lecture. Le voilà qui revient en deuxième lecture. Je peux comprendre, je ne suis pas d'accord
avec vous. Je peux comprendre qu'il y ait des oppositions. Je peux comprendre qu'on exprime des désaccords. C'est l'honneur même d'une démocratie que de permettre à des opposants de s'exprimer. Mais laissez sous-entendre. Vous prétendez qu'on ne vous écoute pas et vous le dites sur un plateau de télévision devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Il y a là une contradiction que je vous laisse. Oui, mais attendez. Et donc je termine en une phrase avec tout ce que je viens ici de vous dire. Laissez sous-entendre qu'il y aurait une espèce là de je ne sais quel catimini pour cacher la vérité aux Français. C'est, je le répète, l'argument de ceux qui sont prêts à être vaincus. Si vous me permettez, puisque vous avez pris des notes, je voudrais avoir l'avis de Maître Le Borgne et puis de Régis Le Sommier, et je reviens à vous. Maître Le Borgne, il y a quelque chose qui vous offusque qui m'offusque. À force, on n'est plus offusqué par grand-chose. Mais je veux dire, l'avantage de l'expérience. L'idée qu'un texte de loi soit voté au Parlement en catimini, pardonnez-moi, madame, mais ça n'est pas sérieux. Qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés de diverses natures que notre pays rencontre, que ce ne soit peut-être pas ce qui fait la première page des journaux, c'est ainsi. Et nous n'avons pas à décider. Je crois que personne n'est responsable de la hiérarchie des événements qui constituent l'intérêt public. Maintenant, sur le fond des choses, je ne suis pas spécialiste de cette question. Nous vivons une époque où un certain nombre de choses assez extraordinaires scientifiquement existent. Il est inconcevable que ce qui existe scientifiquement ne soit pas mis en œuvre. Après, le problème est de gérer les choses et de faire en sorte que ce qui peut être le déblocage de situations particulières ne devienne pas l'ordinaire de la vie. Mais à part cela, je pense que nous ne sommes pas dans le scandale et qu'effectivement les choses ont suivi leur route avec une analyse et une opposition possible tout à fait respectable. Régis Le Sommier, est-ce qu'il y a des périodes où on ne vote plus? À ce moment-là, il faudrait que l'Assemblée prenne la part en vacances. Non, je pense qu'il ne faut pas tout arrêter. Mais enfin, pourquoi moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi se précipiter comme ça au milieu de l'été. On vient de changer de gouvernement. Il y a un nouveau ministre de la Justice. Enfin, il y a toute une nouvelle équipe qui se met en place. Et immédiatement, là, on est là en juillet. Alors, je ne dis pas qu'on... Ce sont les mêmes députés, hein, néanmoins. Le gouvernement a changé, mais ce sont les mêmes députés qui vont voter. Oui, d'accord. Mais pourquoi cette loi sur la bioéthique maintenant? Je pense qu'on aurait pu... Il y a quand même d'autres urgences en France en ce moment. Il y a des choses qui préoccupent les gens de façon beaucoup plus significative en France. Les gens sont complètement angoissés. Vous donniez tout à l'heure le chiffre du chômage du deuxième trimestre qui équivaut à plus 23,2%. Je pense qu'il y a des choses qui préoccupent plus les Français que de passer cette loi en disant il y a une sorte de une impression qu'on veut accélérer là-dessus et ça donne un petit côté, et là je vais rejoindre un petit côté un peu idéologique, c'est-à-dire oui c'est une promesse de Macron, oui c'est quelque chose qui a déjà été discuté, il faut aller de l'avant, mais c'est peut-être pas l'urgence du moment. Mais on ne légifère pas sur l'emploi pour le moment. Alors vous avez des oppositions à faire forcément. Oui, bien sûr. Alors, je suis très étonnée, monsieur, de l'agressivité que vous avez à mon égard. En tout cas, nous n'avons jamais dit que la loi Taubira avait été passée en catimini. Ça s'est fait normalement dans une année où les choses se déroulaient normalement et nous avons pu nous exprimer et manifester massivement. Mais là, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas manifester, vous l'aurez noté, en raison de la crise sanitaire. Oui. C'est l'une des raisons. Et nous sommes en plein cœur de l'été. Et le troisième élément, pour lequel je dis qu'aujourd'hui, ce passage en deuxième lecture se fait en catimini, ce qui n'a pas été le cas du reste, c'est que Emmanuel Macron, Jean Castex, dans ses discours de politique générale, ni l'un ni l'autre n'ont dit un seul mot de ce projet de loi de bioéthique, de ce passage maintenant. Pourquoi ne l'ont-ils pas assumé dans leurs allocutions devant les Français? Jean Castex, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, a même refusé de répondre pour dire ce qu'il pense de ce projet de loi. Excusez-moi, mais donc les Français ne savent pas, et ce n'est pas les médias que je mets en cause, les Français n'ont pas d'annonce officielle de cette deuxième lecture. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, votre combat n'est pas un combat d'arrière-garde? C'est-à-dire, il y a eu des avancées comme le fait que l'on ne puisse plus maintenant avoir un don de sperme sous anonymat, sont des points essentiels, mais immanquablement, vos réticences contre ces avancées scientifiques, entre guillemets, avancées pour vous, font qu'à un moment donné, vous êtes bien obligé d'admettre une conciliation par rapport à la nation. Moi, je pense que l'avenir et la modernité, le progrès, c'est de défendre le droit des plus faibles et des plus vulnérables. Le droit des enfants nés par PMA d'avoir, comme tous les enfants du monde,
d'être reconnus comme ayant le droit d'avoir un père et une mère, c'est fondamental. Les enfants nés par PMA ont les mêmes droits que tous les enfants. Non, mais et ça je veut dire... suis convaincue que les élus, que les politiques doivent pouvoir à un moment donné entendre qu'un père, c'est extrêmement important dans la vie, tout comme une mère. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. C'est une égalité qui existe, qui est fondamentale. Ne la détruisons pas. Mais et nous avons besoin de connaître pour cet homme autant, cette et on femme. peut rebondir là-dessus de façon générale, imaginons un couple de femmes, un couple d'hommes qui adoptent un enfant. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'adopter? Est-ce que lorsque vous vous retrouvez avec des orphelins qui ont soudain un foyer qui s'ouvre à eux, est-ce qu'il nous faut faire une différenciation? Il n'y a pas d'orphelins à adopter. L'adoption s'est écroulée de manière vertigineuse. Non, mais c'est une dans autre l'absolu, question. dans l'absolu. La question que je soulève, ça n'est pas l'éducation, ça n'est pas que deux hommes et deux femmes, ou deux femmes élèvent un enfant. C'est le cas, ça existe déjà aujourd'hui. C'est simplement que là, on veut créer une nouvelle prétendue filiation fondée sur le seul désir, c'est-à-dire que deux femmes décrètent qu'elles fondent une famille et qu'elles ont un enfant. Non, deux femmes ne peuvent pas avoir un enfant. L'enfant... Mais pourquoi Ludovine de la Rochère? Au nom de quoi? Vous savez comment on fait un enfant? Oui, pardon. Voilà. C'est tout simple. Et donc cet homme et cette femme, l'enfant a besoin de les connaître. Et c'est un droit de l'enfant qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et si possible, il y a les aléas de la vie, bien sûr, mais d'être élevé par eux. C'est basique, c'est élémentaire, c'est l'humanité, tout simplement. En revanche, vous pouvez avoir une mère et une belle-mère, une femme et sa conjointe qui élèvent un enfant. C'est pas le sujet que je traite. Moi, je suis en train de dire qu'on ne peut pas prétendre qu'un enfant a deux mères et effacer sciemment son père. Amine El Khatmi, je mets un petit point supplémentaire à ce que vient de dire Madame. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre façon de vivre aujourd'hui une sorte d'infantilisme? On est toujours dans le moi-je, j'ai un désir, et c'est le désir qui doit l'emporter au-delà d'une réflexion plus globale. Je ne dis pas qui a raison, mais est-ce qu'on ne doit pas avoir une nécessité de réflexion sur ce type de sujet? Alors vous allez me dire, on ne va pas réfléchir pendant des années, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité à recevoir pour autant? On ne va pas réfléchir pendant des années. Moi, je respecte toutes les positions. Mais ce qui compte, Marc Menant, c'est l'intérêt de l'enfant. Et oui. Mais oui. vous doutez bien qu'on ne sera pas d'accord. Est-ce qu'un enfant élevé par deux femmes, élevé dans de bonnes conditions, entouré d'affection, d'amour, suivi dans son éducation, auquel on va inculquer les bons principes dans la vie, est-ce que cet enfant, son intérêt n'est pas préservé par rapport à un enfant qui serait élevé dans un couple traditionnel selon votre formule? Moi, je ne parle pas de traditionnel. D'accord, mais un couple d'un père et d'une mère. Alors un papa, un maman, puisque c'est le slogan de la manif pour tous, dont vous êtes la présidente. Au-delà, un couple traditionnel, la plupart des gens naissent d'un... Non, mais d'accord. C'est quand même ce dont vous parlez, c'est quand même de l'exception. Vous parlez quand même de gens qui existent, qui certes représentent un certain nombre de personnes. Attendez, chacun son tour, s'il vous plaît. On le fait je reprends c'est leur l'immense terme. majorité. Ils considèrent que le couple traditionnel, c'est un... Je n'ai jamais employé, nous c'est le slogan. C'est pas une question de chacun, s'il vous plaît. Non, mais ne vous piétinez pas. On laisse un petit temps de réponse et on rebondit après, s'il vous plaît. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Et donc, je ne vois pas, au nom de quoi, un enfant qui serait bien élevé par deux mères, effectivement, ne serait pas bien élevé. Par ailleurs, vous parlez de la figure du père, mais que si vous êtes élevé par deux mères, il peut y avoir d'autres figures masculines. Il n'y a pas que le père, il n'y a pas que la figure du père. Donc vous reconnaissez qu'il faut une figure masculine. Il y a aussi l'école, il y a aussi l'entourage, il y a aussi les proches. Et donc, un enfant qui est bien élevé, qui est élevé par deux mères, je ne vois pas au nom de quoi ça poserait un problème ce que l'on pourrait vous à la opposer, société. Ce que l'on pourrait vous opposer, on ne sait jamais si deux mères sont deux personnes idéales. Il n'y a pas un couple qui peut avoir... je dirais, la revendication initiale de dire nous serons exceptionnels. D'accord, mais ça vaut pour voilà, tout le monde. ça vaut pour tout le monde. Un couple où le père est alcoolique, frappe sa femme, frappe ses enfants. Mais ça arrive ça arrive dans tous les couples. Oui, bah voilà, ça arrive dans tous les couples. Ça peut arriver dans tous les couples, qu'ils soient homme-femme ou femme-femme, c'est pas le sujet, ou homme-homme, c'est pas le sujet. Et moi, je vous ai pas parlé de l'éducation et je vous ai pas non plus parlé de l'amour. Bien sûr qu'elles peuvent donner de l'amour, bien sûr qu'elles peuvent bien élever. Je vous parle simplement du besoin fondamental, humain, dont témoignent d'ailleurs la plupart des personnes adoptées par des familles aimantes, mais qui sont donc orphelins, qui n'ont pas connu leurs parents, qui les recherchent le plus souvent toute leur vie. Et là, on veut imposer sciemment à l'enfant quelque chose qui va représenter nécessairement un manque,
un vide, etc. Alors bien sûr, il y a des témoignages et on entend les mères en question dire mon enfant va très bien, c'est merveilleux. Alors d'abord, un enfant ou un adulte qui va très bien toute sa vie, moi j'ai jamais vu, c'est pas très réaliste, mais d'autre part, évidemment, elles vont pas dire autre chose. Et encore une fois, c'est pas une question d'amour, tout le monde peut donner de l'amour, c'est une question de fondamentaux humains, de réalité de notre humanité. On peut pas être dans le déni du réel. Et pour donner des ailes à un enfant, il faut lui donner des racines. Et ces racines, c'est ceux qui lui ont donné la vie, dont il est né, et tous ceux qui précèdent. C'est ce qu'on appelle s'inscrire dans une généalogie. Pour autant, maintenant, il y aura des racines, puisqu'on connaîtra quand même le père si on le désire. À 18 ans, Mettre le bord. Mettre le bord. Ça n'est pas suffisant. J'ai un peu, pardonnez-moi, le sentiment que ce débat est complètement stérile. Nous avons... En l'occurrence, c'est pour aller contre. Voilà. Et si j'ose dire, mal à propos. Hein. Bon, mais en réalité, nous sommes dans une circonstance où la procréation médicalement assistée est possible. Alors, qu'elle ne constitue pas une sorte d'idéal social, c'est-à-dire de réalité à généraliser, je dirais bien évidemment. D'ailleurs, vous indiquiez tout à l'heure qu'en réalité, l'énorme majorité de nos concitoyens sont nés d'un père et d'une mère, mariés, pas mariés, peu importe, enfin bref, d'un couple. Bon, mais se dire qu'il faut en quelque sorte créer un interdit sur cette situation particulière qui ne peut qu'exister qu'à la marge, alors que c'est techniquement possible, ça me paraît absurde. Écoutez, moi, alors, à partir de... Madame, si vous permettez... J'ai cru que vous aviez fini. Non, oui, mais non, pas encore. À partir du moment où, finalement, il y a une possibilité de faire en sorte que les choses ne soient pas commandées par le seul désir, je pense que c'est vous qui évoquiez tout à l'heure le fait, le désir, vous le présentiez presque comme une fantaisie, comme quelque chose de presque irresponsable. En réalité, le devoir des pouvoirs publics, c'est d'encadrer les choses, pas de les stigmatiser en disant que ce qui est techniquement possible ne doit pas être. Mais est-ce que ce n'est pas la porte ouverte aux mères porteuses? Et là, c'est une autre équation de cette avancée de la science, toujours avancée entre guillemets. C'est une évidence, mais vous non, disiez... c'est pas une évidence. Non, ça c'est vous qui décrétez que c'est une évidence. Mais le fait que Si fait que c'est l'ouverture, on ouvre la porte aux mères porteuses. Mais c'est ce que vous venez Oui, de faire. non, mais parce que vous dites que c'est une évidence. C'est votre évidence. Observons la vie politique, observons la vie législative. Par exemple, il y a eu la PMA au départ qu'on a autorisée, puis la PMA avec tiers d'honneur. Maintenant, on envisage la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. On envisage déjà, c'est dans le projet de loi, la ROPA. Et puis, il est clair que si les couples de femmes et les femmes seules ont en fait un droit à l'enfant par la PMA, eh bien, les couples d'hommes et les hommes seuls vont réclamer par souci d'égalité la GPA, tout en nous disant, mais il y a, comme le font certains, et je ne donnerai pas de nom pour ne pas être désagréable, tout en nous disant, mais les mères porteuses s'épanouissent. Non, parce que le propos est tellement insultant pour les femmes et tellement scandaleux que je n'aurais pas... Mais alors, je suis opposé à titre personnel à la GPA, donc c'est pas le débat. Mais c'est toujours cette idée que... Mais c'est une notion de mère porteuse. C'est la gestation pour autrui. C'est toujours cette idée selon laquelle une avancée, un nouveau droit, sans doute considérez-vous de votre côté que ce ne sont pas de nouveaux droits, mais en l'occurrence, moi je considère que ce sont des droits nouveaux, cacherait en fait une étape suivante qui porterait des projets cachés dont on ne parlerait pas. Et pendant, je me souviens, les débats sur le mariage pour tous, vous étiez dans les rues, et c'est votre droit de manifester, mais on avait, c'est la démocratie qui le permet, c'est pas moi, mais vous avez le droit de manifester. Donc vous êtes démocrate. Je suis démocrate, j'essaie de l'être. On avait toujours cet argument selon lequel, alors d'abord, ça allait être l'apocalypse, on attendait des nuages de sauterelles qui allaient se déverser sur le palais Bourbon. Ce sont vos partisans qui, dans les rues du pays, expliquaient que la colère de Dieu allait s'abattre sur terre. Ceci, je peux vous ressortir des vidéos très précises. Donc d'abord, il n'y a eu ni colère de Dieu, ni sauterelles, ce qui est plutôt bon signe. Et ensuite, c'était, mais vous verrez, après la PMA, il y aura la GPA. Aujourd'hui, vous permettez des attendez, non mais vous rebondirez après, parce que sinon on ne peut pas. Aucun grand dirigeant des grandes formations politiques qui peuvent prétendre au pouvoir, je ne parle pas de quelques collectifs marginaux, mais vous prenez La République En Marche, vous prenez les Républicains, vous prenez les centristes, vous prenez le Parti Socialiste, il n'y a pas un seul de leurs dirigeants qui aujourd'hui dit il faut la GPA. Donc, attendez, Gabriel Attal est ministre et il voudrait absolument, il aimerait que la GPA soit légalisée parce qu'il aimerait pouvoir faire lui-même une GPA. Je peux vous en citer pour répondre quand même à Amine El Khatmi, est-ce qu'il y a une connotation religieuse? Est-ce que
que la croyance, votre foi ou la foi de ceux qui manifestent avec vous joue un rôle dans cette opposition Mais ou pas? c'est une question Non, mais, d'humanité, non, mais d'anthropologie, au-delà de l'humanité, est-ce que la foi joue un rôle dans cette opposition? La foi ne joue pas un rôle dans cette opposition sur un plan anthropologique, c'est-à-dire humain, sur un plan juridique, sur un plan éthique. De telles mesures seraient des injustices immenses, créeraient de nouvelles inégalités entre les enfants, entre autres choses, et puis entre les couples de femmes et les couples d'hommes, s'il n'y avait donc pas la GPA, puisque vous y croyez. Mais je voudrais vous faire un petit rappel. Alors moi, j'étais encore quasiment une gamine. Au moment du Pax, Elisabeth Guigou disait « On fait le Pax et il n'y aura jamais le mariage de deux personnes de même sexe. On a le mariage de deux personnes de même sexe, mais il n'y aura jamais la PMA sans père. On a la PMA sans père et on nous dit il n'y aura jamais la GPA. Mais c'est une plaisanterie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine révision de la loi de bioéthique, monsieur. Et je pense qu'on pourra repasser vos propos d'aujourd'hui. Et malheureusement, des féministes qui sont très opposées à la GPA ne voient pas toutes, certaines le voient très bien, ne voient pas qu'elles sont en train de se faire avoir et que demain, même en France, des femmes seront instrumentalisées. Nos concitoyens vont déjà à l'étranger. Et dans le projet de loi de bioéthique, on a commencé à inscrire en première lecture, ça a été modifié, la transcription intégrale systématique de la filiation des enfants nés de GPA, c'est-à-dire, go, allez-y, faites... Alors, attendez. Dans le projet de loi de bioéthique, monsieur. Simplement, il nous reste 2 petites minutes pour conclure sur cet aspect-là. Vous dites, on peut aller à l'étranger aujourd'hui. Est-ce que, donc, à partir du moment où il y a cette possibilité, il n'y a pas une sorte de résignation citoyenne à avoir et de se dire qu'il faut légiférer au mieux? Je me tourne vers vous, Maître Le Borgne, et puis après, je demanderai à Régis Sommier. Il est vrai que c'est un problème. Vous avez, par exemple, le suicide assisté. Le choix de finir sa vie selon des modalités possibles. En dignité. Mais oui, mais qui existe en Suisse, qui existe en Belgique, et ça correspond exactement, mutatis mutandis, puisque nous ne parlons pas là de la procréation médicalement assistée. Mais il est vrai que quand les choses existent ailleurs, à 2 pas, qui plus est au sein d'une Europe qui est de plus en plus constitutive d'une unité, d'une relative unité culturelle, est-il possible de s'y opposer? Et puis un dernier mot. Si un stade tolérable, tel que celui, si j'ai bien compris, de la PMA, doit être arrêté parce qu'il annoncerait un stade suivant qui, lui, ne serait pas tolérable, c'est un peu une façon de détester le progrès. Mais c'est pas le progrès. Attendez, en un mot, parce que et puis après on rebondira. Mais on fait une petite pause. Moi, en un mot, cette idée que effectivement derrière la PMA se cache la GPA, etc., c'est quand même un peu l'impression que ça donne. Moi, je suis pas spécialiste comme Madame, ni spécialiste comme Monsieur sur ces sujets bioéthiques, mais on a quand même l'impression qu'il y a un effet clic qui se fait et qu'on avance vers une sorte de laboratoire d'êtres humains. Et c'est vrai que ça doit être encadré. C'est vrai que ça doit être encadré strictement. D'où la loi. D'où la loi. Mais cette loi, encore une fois, donne l'impression, et moi je vous dis, quand on fait ça au milieu de l'été, je reviens à mon propos préliminaire, quand on fait ça au milieu de l'été, on a l'impression qu'on a idéologiquement envie que ça s'accélère, qu'on veut que ça soit fait le plus rapidement possible. Or, pour moi, il y a aujourd'hui d'autres priorités que de pousser cet agenda qui me semble très politique. Voilà, c'est la première partie de l'émission. On fait une petite page de publicité, on se retrouve juste après. Allez, on continue à parler de bioéthique. On va quitter la PMA. On va aborder d'autres thèmes. N'oublions pas que nous irons à Colombes dans quelques minutes pour voir comment se déroule la manifestation des policiers après les déclarations du maire lors de l'anniversaire de la rafle du Veldiv. Et il assimilait le comportement des policiers aujourd'hui lorsqu'ils traquent les personnes sans papier à ce qui s'est passé lors de la rafle du Veldiv avec la police de Vichy. Nous aurons aussi comme dernier thème de cette première heure la Convention citoyenne. Revenons tout de suite sur d'autres aspects de la loi telle qu'elle est débattue ou va être débattue dans les jours qui viennent à l'Assemblée. Alors par exemple, il y a la conservation des gamètes, ce qui doit éventuellement permettre de conserver aussi bien du sperme que des ovocytes et valoir à des personnes de générer même
de façon post-mortem, là, C'est-à-dire que la nouveauté, c'est que ça pourrait être sans motif médical. Aujourd'hui, une personne qui est atteinte d'un cancer qui pourrait la rendre stérile un peu plus tard avec les traitements peut faire conserver ses gamètes. Là, en l'occurrence, le projet de loi envisage l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une jeune femme qui, par exemple, parce que ce sont souvent des femmes qui font conserver leurs gamètes à cause de l'horloge biologique, dans le courant de leur vie professionnelle, très occupée que sais-je, peu importe, préfèrent faire conserver leurs gamètes, aux frais de la sécurité sociale d'ailleurs d'après le projet de loi. Cela leur permettrait plus tard de faire une PMA. Et ça pose de grandes questions. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez d'exposer. Là, je vais vous demander à chacun, messieurs, effectivement, est-ce qu'on peut envisager ce confort d'une sorte de maternité selon sa convenance, en fonction de sa carrière professionnelle, de se dire c'est plutôt à 45 ans, plutôt à 50 ans. Et en revanche, j'aurais mes gamètes lorsque j'étais en pleine force de l'âge, là où peut-être les parties les plus vivifiantes et vivifiées de mon organisme sont dans leur excellence. Alors, Maître Le Borgne. Évidemment, quand on découvre ce genre de choses, on se dit, peut-être à cause du poids de la tradition, de l'habitude, de l'histoire, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ça. Mais si l'on avait dit à ma grand-mère qu'il y aurait des pilules contraceptives, je pense qu'elle aurait trouvé la chose absolument stupéfiante. Alors, est-ce qu'il est scandaleux, vous exposiez la chose, madame, qu'une femme qui ne serait plus aujourd'hui en âge de procréer, grâce à ce système, y parviennent néanmoins. Ce qui est surprenant aujourd'hui, je prends à dessein un mot neutre, ce qui est surprenant et ce qui ne correspond pas à l'état de la science, correspondra demain probablement à quelque chose de plus acceptable. Maintenant, il y a les conséquences sociales. Est-ce qu'il est raisonnable d'avoir un enfant à 60 ans, comme on l'a vu en Italie, etc. Alors là, je me tourne vers vous. Est-ce que la science, à un moment donné, elle ne va pas faire de l'être humain une sorte de monstre? Délibérons simplement comme ça. A priori, est-ce que, oui, la science ne peut pas nous projeter dans l'abus? Non, je ne crois pas. Amine. C'est sans doute oui, non, mais de façon générale même. Je suis d'accord avec vous, maître. Les temps changent. Voilà, alors on peut être hostile. Est-ce qu'on peut toujours être pour le progrès? Mais on a le droit d'être contre le progrès. Mais non, pas contre de façon générale. Mais est-ce que coup par coup, on n'a pas des réflexions à avoir? Mais on ne peut pas aller contre l'évolution de la vie, l'évolution des comportements, l'évolution des pratiques. On peut les regretter, on peut les déplorer, on peut s'insurger, on peut s'indigner. Mais la vie change. Les modèles familiaux, d'ailleurs, moi je ne dis pas la famille, ce sont les familles, tant il y a de diversité. Il n'y a pas un modèle familial, un papa, une maman et des enfants. On voit bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs modèles de famille. Et donc, c'est le cours de la vie, c'est l'évolution, ça change. Et donc voilà. Parce que alors, est-ce que ça veut dire, Régis Le Sommier, est-ce que ça veut dire que le progrès va nous tyranniser, qu'on est obligé de le suivre? Non, le progrès, il ne va pas nous tyranniser. Ce qui est évident, ce qui peut le cauchemar que peut générer finalement ce progrès de la science, c'est peut-être une société eugéniste qui soit où on commence à fabriquer des êtres humains en laboratoire. Et effectivement, ça mérite d'être encadré par la loi. Ça mérite d'être réfléchi. Ça mérite en l'occurrence, un petit mot, c'est sur non pas l'eugénisme, mais sur la sélection. On va pouvoir observer, voir si éventuellement les éléments dont on se sert pour une PMA sont porteurs éventuellement de la trisomie, etc. Donc, je pense qu'on peut, oui, la science a des facultés aujourd'hui qui vont effectivement contre les grandes religions, contre les postulats des grandes religions. Je pense que la science a les moyens d'aller très très loin dans l'exploration des cellules humaines et dans la fabrication, en tout cas dans la réparation, on l'a déjà vu à plein de niveaux. Donc maintenant, je pense que l'encadrement, précisément parce que ces modèles familiaux, effectivement, sont très différents aujourd'hui, est nécessaire. Mais ça ne doit pas se faire par-dessus la jambe, ça doit être fait. Et surtout, ça ne doit pas être fait de façon idéologique. Et c'est là où je pense que le bât blesse avec un certain nombre de gens qui poussent à ces réformes.